espèces. Mais jusque très récemment, il ne jouait qu'un rôle secondaire. Il y a 3 millions d'années, nos premiers ancêtres ont commencé à se développer sur cette planète. Et s'ils ont réussi à survivre, c'est parce qu'ils prenaient soin les uns des autres. Pas par altruisme, mais parce que déjà à l'époque, eux seuls pouvaient mutuellement assurer leur protection. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, notre espèce survit parce que nous sommes les plus à même de prendre soin les uns des autres. La meilleure façon de se sentir vivant, c'est peut-être de prendre soin des autres, ce que l'on ne fait pas dans une société de consommation. C'est la tendance de notre société à l'individualisme qui a fait naître notre frénésie consommatrice et la plupart de nos problèmes psychologiques et affectifs. Si l'être humain se perçoit uniquement en tant qu'individu, le ciment qui le relie aux autres et qui lui donne le sentiment d'appartenir à une communauté commence à se briser. Et on constate que quand l'argent et l'énergie sont abondants, cette rupture s'accélère, parce qu'on a les moyens de se séparer des autres. Le sentiment d'appartenance à une communauté héritée des années 1940 et 1950 a disparu, et la télévision y a largement contribué. Les anciennes structures sociales sont en train de s'écrouler et on ne prend pas le temps de les remplacer, alors qu'elles sont essentielles au processus d'apprentissage de l'être humain. Elles constituent le creuset culturel des générations à venir. Se considérer uniquement comme un individu accentue l'idée de séparation entre les êtres humains. Cette nouvelle entité a besoin d'une maison individuelle, d'une voiture individuelle, d'équipements ménagers individuels comme un lave-linge, un lave-vaisselle, un ou plusieurs réfrigérateurs, une piscine et tout ce qu'on connaît. Nous sommes victimes de notre propre mythe, celui qui dit qu'une bonne vie est une vie remplie de biens, qu'une bonne économie est une économie dont la croissance augmente, toujours plus, toujours plus. Avant tout, posons-nous une question essentielle. À quoi sert une économie ? Si ça signifie simplement être numéro 1 et avoir le plus haut produit intérieur brut au détriment de notre santé, de notre communauté, de notre famille, de notre environnement, à quoi bon ? Tout ça pour pouvoir se payer un café au lait à 2,50 $? Pourquoi produire et consommer toujours plus de façon obsessionnelle en abandonnant toutes les valeurs en lesquelles nous prétendons croire ? L'économie n'est pas définie par l'importance des flux monétaires comme on tend tous à le croire. Elle est définie par l'ensemble des énergies et des ressources qu'elle produit. Et ce système économique que nous avons développé, je le trouve à la fois absurde, dévastateur et à terme, n'ayons pas peur des mots, suicidaire. Le monde produit aujourd'hui une quantité incommensurable de biens et de produits. Mais les sociétés industrielles modernes vont bientôt devoir faire face à une dure réalité. Les ressources naturelles bon marché, exploitées depuis plus d'un siècle, ne pourront sans doute pas suivre le rythme effréné de la nouvelle croissance mondiale. La guerre en Irak s'est faite pour le pétrole. Il fallait se débarrasser de Saddam Hussein. À l'origine, le pétrole remplaçait la graisse de baleine, une espèce menacée d'extinction, en particulier les baleines de l'Atlantique. En 1901, la découverte au Texas d'un énorme puits de pétrole, le Spindletop, a totalement modifié les quantités de pétrole en circulation. L'apparition de l'automobile, avec son expansion au début du XXe siècle et les premiers embouteillages vers 1910 aux États-Unis, a totalement scellé le sort de la planète. Les petites inventions technologiques qui ont suivi y ont aussi contribué.
Bien sûr, le pétrole nous a permis de révolutionner les transports, de parcourir des distances énormes, et ce grâce à l'incroyable quantité d'énergie concentrée dans un litre, un gallon ou un baril. Un seul gallon d'essence représente l'équivalent d'un mois de travail par un homme costaud. Pas étonnant qu'on ait réussi de telles prouesses. Mais l'exploitation de cette ressource énergétique bon marché, à l'époque en apparence inépuisable, a aussi eu des conséquences catastrophiques. Elle a totalement changé le visage de la planète. La population mondiale a littéralement explosé. On est allé fourrer notre nez dans tous les coins et recoins de la Terre. Le pétrole nous a fait faire tellement de choses. Nous avons même modifié notre façon de produire les aliments. On va même jusqu'à manger des combustibles fossiles. L'agriculture industrielle, comme le dit Al Bartlett, désigne l'utilisation de la terre pour transformer le pétrole et le gaz en nourriture. Il faut bien se rendre compte à quel point notre alimentation dépend du pétrole et du gaz. Ils permettent aussi de fabriquer des vernis, des peintures, des plastiques, mais aussi le bitume qui est un liant pour le métal, le verre, le silicone, les panneaux photovoltaïques et j'en passe. Rappelons aussi que le charbon ou le bois sont des matériaux beaucoup plus difficiles à exploiter. Si on veut en extraire de l'énergie, on doit les travailler, les transporter, les couper en petits morceaux. Il faut mobiliser leurs molécules énergétiques au prix d'énormes efforts, contrairement au pétrole et au gaz qui sont déjà fluides. Aux premières heures de leur découverte, ils jaillissaient littéralement du sol. Quand ce flot énergétique diminuera, et c'est déjà le cas, on se rendra compte du confort des énergies fluides par rapport à celles que l'on doit extraire, fondre, tailler ou transformer. Quand on parle du pic pétrolier mondial, on fait uniquement référence aux réserves de pétrole et non à la demande. Et c'est justement là que se niche le problème. On constate que la croissance de la civilisation industrielle suit la progression du pétrole et du gaz. Et de manière indissociable, quand la production de pétrole augmente, il en va de même pour le produit national brut et la population. C'est un fait absolument incontestable. Pour en arriver à ce stade de développement, nous ravageons et nous pillons notre planète. C'est une vérité dérangeante, mais bien réelle. En matière de ressources, nous consommons actuellement 1,2 planètes. Et si le monde entier vivait au même rythme que les Américains, nous aurions besoin de 5 planètes. Si vous vous baladez dans le monde, vous verrez que dès qu'une population a l'occasion d'accéder à la société de consommation, elle le fait. On fonce tout droit à la catastrophe. Across the continent the white men rolled, first on wheels of wood, then on wheels of steel. Hacking, ripping and gouging as they went, building a great and mighty nation, and rearing their fabulous cities where once the teepees stood. Nos technologies sont aujourd'hui tellement puissantes et notre impact sur le monde tellement fort qu'on est en train de détruire toutes les bases écologiques sur lesquelles repose notre avenir. Pour relever de tels défis, une réflexion commune et globale s'impose. Mais il est peu probable de voir émerger un mouvement écologique planétaire tant que l'humanité ne reconnaîtra pas ou ne voudra pas reconnaître qu'elle est face à un grave problème. Quand on regarde autour de nous, tout paraît normal. J'appelle ça le syndrome du ciel bleu. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez un ciel sans nuages. Une eau claire et pure coule du robinet. On va se promener dans de belles montagnes. Il n'y a pas de panne d'électricité. Au supermarché, les aliments paraissent sains et non contaminés. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre qu'il y a vraiment un problème.
Par beau temps, on peut voir à quelques kilomètres. Mais de manière générale, nos yeux nous servent à voir notre environnement immédiat. À quel moment, au cours de l'évolution, une créature animale ou humaine a-t-elle eu les moyens de réfléchir à ce qui allait se passer dans 10 ans ou à une distance de 15 000 kilomètres? Longtemps, c'était inconcevable. Même les phénomènes météo, les étoiles, étaient un mystère pour nous. Tout ce qu'on savait faire, c'était observer. Et c'est d'ailleurs la fonction première de notre cerveau. Actuellement, environ 25% des espèces végétales et animales sont menacées d'extinction. D'après les scientifiques, la Terre a déjà connu 5 extinctions. En général, elles ont été causées par des cataclysmes incontrôlables, comme des chutes d'astéroïdes ou des explosions volcaniques. Toute forme de vie a alors été anéantie. Mais pour la première fois, c'est une espèce vivante qui cause une extinction majeure. Et elle est même plus rapide que l'extinction des dinosaures. Nous sommes les responsables. L'extinction des espèces, c'est un peu comme un avion qui perd ses rivets petit à petit. Un par-ci, un par-là, et au bout d'un moment, l'avion se désintègre. C'est exactement ce qu'on fait subir à la biosphère. On est en train de défaire la toile même de la vie. Depuis toujours, l'ego a aidé les humains à avancer. C'était le moteur de survie par excellence, celui qui nous a permis de dominer le monde. Aujourd'hui, l'ego se retourne contre nous. Il est passé du statut de remède de survie à celui de poison destructeur. Mais peut-être que c'est un signe pour nous dire « Ouvrez les yeux, vous êtes en train de tuer votre planète ». Il est encore temps de réagir. Et c'est ce genre d'électrochoc qui peut réveiller l'humanité entière. Certaines personnes étudient les revers du matérialisme, c'est-à-dire le gaspillage, les déchets, la destruction. C'est une des premières œuvres de mon travail sur ce sujet. Je trouvais intéressant de faire un agrandissement en très grand format. Parce qu'en venant chez moi, les gens pourraient s'arrêter devant la photo, l'observer en détail et repérer des objets qu'ils consomment. Avec ma femme, on s'est aussi prêté au jeu. L'autre soir encore, on s'est mis devant la photo et on s'est dit « Regarde, de la soupe Campbell. Et là, les haricots en boîte qu'on a mangés l'autre soir. » Le plus frappant, c'est de se rendre compte que ce ne sont pas uniquement les ordures des autres, que cette boîte de haricots pourrait très bien être la nôtre. C'est angoissant de penser que nos pratiques de consommation, prises à l'échelle individuelle, n'ont aucun effet sur l'environnement. Qu'est-ce qu'un 4x4 de plus parmi les 3,6 millions de 4x4 vendus l'année dernière aux États-Unis? Chaque individu peut justifier ses pratiques de consommation avec cet argument. Pourtant, tous nos comportements cumulés ont des conséquences destructrices pour notre planète. En prenant un peu de recul, on se rend compte des quantités pharaoniques de pétrole qu'on utilise, ou de l'ampleur du réchauffement climatique. Et à la manière d'une photo satellite, on peut zoomer de plus en plus, jusqu'à ne voir par exemple qu'un portable, parmi les milliers de portables amoncelés. Chaque appareil laisse une empreinte environnementale non négligeable, parce qu'il contient beaucoup de déchets électroniques. Rien que le recyclage des portables est un problème terriblement compliqué.